Les sidérurgistes lorrains ont manifesté à Paris contre le plan acier du gouvernement. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers répondant à l'appel de leur syndicat. Une délégation a été reçue tout à l'heure à l'Élysée. Les passagers d'un autobus israélien pris en otage la nuit dernière par des Palestiniens, l'armée a donné l'assaut. Bilan, les 4 terroristes ont été tués et 6 passagers blessés. 6 000 suppressions d'emplois, dont 2 000 licenciements chez Citroën, c'est ce soir officiel, après le comité central d'entreprise du groupe. La dépanneuse de l'espace est revenue sur Terre, mais elle a dû changer de garage pour cause de mauvais temps. Challenger s'est posé en Californie et non pas en Floride, comme cela était prévu au programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les rues de Paris s'étaient mises à l'heure de la Lorraine en ce vendredi 13 avril. Plusieurs dizaines de milliers de sidérurgistes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale. Une manifestation appelée par l'ensemble des syndicats au lendemain de l'annonce du plan acier du gouvernement. Un plan qui prévoit la suppression de 16 000 emplois en Lorraine. Les sidérurgistes qui ont été rejoints à Paris par les représentants d'autres secteurs voulaient aujourd'hui témoigner de leur colère face aux mesures de restructuration qui touchent la Lorraine, mais c'était aussi sans doute leur manière d'exprimer les craintes que leur inspire l'avenir de leur région. Une présence inattendue dans le cortège, celle de Georges Marchais, qui a décidé au dernier moment de participer au défilé. Tout de suite, avec nos équipes qui ont suivi les manifestants de Lorraine jusqu'à Paris, le résumé de cette journée. Les Lorrains ont défilé dans le calme, sous le soleil. La Lorraine vivra, fer, acier, charbon, la France en a besoin. Tels étaient les slogans le plus souvent repris par les manifestants. Des slogans à tonalité surtout syndicale, mais aussi quelques refrains politiques comme Mitterrand démission ou Mitterrand t'es foutu, la Lorraine est dans la rue. L'événement politique de la journée a été la présence discrète de Georges Marchais qui conduisait une délégation du Parti communiste. Ça c'est le TFM, le repas du soir où il y a les plats, les corniers. Dans la foule des badauds le long du cortège, des gens solidaires. Je suis contre les 20 000 licenciements. Oui. Et je trouve que c'est une trahison de Mitterrand d'avoir fait comme Giscard en 79. Mitterrand avait promis bien des choses aux Lorrains et un préparatif à tous les travailleurs. Et actuellement, les licenciements continuent, il n'applique qu'une politique de droite. Le défilé a duré plus de 4 heures sur un itinéraire d'environ 4 km. La journée a commencé très tôt ce matin pour les sidérurgistes. En car, en train, ils ont gagné la capitale. Nous on veut bien fabriquer des boîtes de conserve, mais pour qui, pourquoi? Ça servira à qui? L'acier, la Lorraine c'est l'acier. Et on veut fabriquer de l'acier. Union, action, avec les gaz de toute façon, il faut qu'on y croie. Si on n'y arrive pas, on y arrivera par d'autres moyens. On ne peut pas faire la révolution un jour, on l'a fait debout. 12h30, arrivée gare de l'Est, ils sont accueillis par leurs camarades parisiens. « 13h30, les leaders syndicaux de la CGT, de la CFDT, de la CGC, de FO et de la CFTC, ainsi que ceux de la FEN, faisaient démarrer le cortège derrière l'immense croix de Lorraine. Je crois que cette manifestation exprime un refus franc, massif et résolu. Le refus de quelque chose qui est inacceptable. On manifeste pour 2 choses très simples. Un, pour que le gouvernement se décide à discuter ce plan avec les intéressés. C'est la moindre des choses. Quand on parle de démocratisation, il ne faut pas en parler, il faut la pratiquer. Et deuxièmement, il faut assurer l'avenir de la Lorraine, qui devient actuellement un véritable chantier de démolition. À 17h30, la Croix de Lorraine arrivait sur l'esplanade du Champ de Mars. La manifestation se dispersait. Les marcheurs, fatigués, vont regagner les bus. Une manifestation qui s'est donc déroulée dans le calme. Il faut dire que les syndicats avaient tout prévu et notamment un service d'ordre très efficace. Ils craignaient en effet des débordements de la part d'éléments incontrôlés comme cela avait été le cas en 1979. Tout à l'heure, une délégation de sidérurgistes était reçue à l'Élysée à la demande du président de la République. Sur place en direct avec nous, Jean-Claude Renaud.
Eh bien écoutez Bernard, la délégation a été reçue un peu après 18h30 alors que l'entrevue était prévue vers 19h. C'est une délégation d'une douzaine de sidérurgistes venus de Lorraine, en fait 2 pour chacune des organisations syndicales CGT, CFDT, Force ouvrière, CGC, CFTC et FEN. Ces sidérurgistes avaient demandé à être reçus à l'Élysée. Le président Mitterrand a donc chargé le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Christian Sauter, de les recevoir. La mission de Christian Sauter, dit-on ici à l'Élysée, est d'abord d'écouter ce que les sidérurgistes lorrains ont à dire au président et ensuite de lui en faire part. L'entrevue dure maintenant donc depuis plus d'1 heure et demie. Il est bien évident que si la délégation sort avant la fin de ce journal, je vous rappelle pour vous faire part de ses réactions. André Bergeron, pour Force ouvrière, a protesté tout à l'heure contre la présence de Georges Marchais dans le défilé des sidérurgistes. Cette situation est selon lui inacceptable et Force ouvrière en tirera les conséquences. Pourtant, c'est du côté de la majorité que les réactions politiques étaient le plus attendues et dès ce matin, le Parti communiste avait pris les devants dans les colonnes de l'Humanité. Un long article de Philippe Herzog, qui est l'économiste du PC, précisait les positions des communistes sur ce que devrait être, selon eux, le plan acier. Il s'agit en quelque sorte d'un contre-plan qui part du principe qu'avec les 30 milliards prévus par le gouvernement, on peut faire mieux. C'est en tout cas ce qu'estime M. Herzog. Il pense qu'avec cet argent, la sidérurgie française pourrait notamment reconquérir une partie de son marché intérieur, un marché que l'on peut estimer à 10%, et cela sur une période de 3 ans. M. Herzog considère donc comme raisonnable de fixer l'objectif de production d'acier à 21 millions de tonnes d'ici 2 ans, un chiffre qui pourrait même s'accroître par la suite. Autre réaction, celle du Parti socialiste à travers son délégué aux entreprises, Jean-Paul Bachy. Je crois que ce qui est important, c'est la manifestation elle-même. La présence de Georges Marchais, ça n'est jamais que la présence d'une personne en plus, qui d'ailleurs jusqu'au dernier moment a hésité sur l'opportunité de savoir s'il devait y être ou ne pas y être. Je crois qu'elle a témoigné du légitime souci des Lorrains, qui étaient très largement majoritaires dans ce défilé, mais aussi de représentants d'autres régions, de défendre leur emploi. Nous sommes au Parti socialiste tout à fait solidaires de ce souci. Simplement, nous pensons, comme le gouvernement, qu'on ne peut assurer l'avenir en regardant vers le passé. Pour assurer l'avenir, il faut moderniser notre industrie. Vous dites que vous êtes solidaire, vous, Parti socialiste, de l'inquiétude des Lorrains, mais vous n'êtes pas présent, comme le Parti communiste, dans une manifestation qui en témoigne. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retrait par rapport au Parti communiste ? Nous ne le pensons pas. Je crois que ce qui est important dans cette manifestation, c'est que ceux qui l'organisent, les syndicats, avaient souhaité qu'elle garde un caractère exclusivement syndical et que par conséquent n'y participent pas des délégations officielles des partis politiques. Nous nous sommes tenus à ce vœu des organisateurs de la manifestation et nous nous sentons nullement en retrait par rapport à qui que ce soit. Et dans une interview que publie demain le journal La Voix du Nord, le Premier ministre, M. Mauroy, plaide de nouveau pour la modernisation industrielle. Il faut, dit-il, vivre la mutation. Nous n'avons pas le choix si nous voulons maintenir la France à son rang. Il faut ajouter à ces réactions 2 précisions du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie, M. Jean Auroux. Il a annoncé ce matin que la fermeture de l'usine Ugine de Fos-sur-Mer s'étalera sur une période de 18 à 24 mois. Et puis, en marge de la sidérurgie, M. Auroux a aussi confirmé le programme d'investissement de 100 millions de francs pour l'exploitation du site de Carmaux. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur les faits qui ont marqué cette journée d'action. Avec Albert Duroy, un premier commentaire, car il semble bien que le défilé d'aujourd'hui embarrasse le monde politique, toutes tendances confondues. Des ouvriers, donc pour la plupart des électeurs de gauche, qui manifestent contre un gouvernement de gauche, Georges Marchais qui soutient les manifestants, mais qui continue à soutenir aussi le gouvernement, ce qui s'est passé aujourd'hui apparaît assez incohérent. Comment l'expliquer sinon par le fait que la France vit actuellement une double mutation? Mutation économique d'abord. Il ne se passe pas un mois sans que le fer rouge soit porté sur l'une des vieilles plaies de la société française. Les déficits sociaux, l'indexation des salaires, les surproductions agricoles et, en dernier lieu, les secteurs industriels inadaptés. Dans le même temps, le président de la République lui-même plaide la relance de l'esprit d'entreprise et la sauvegarde des équilibres. Bref, si les promesses sociales de 1981 ont été tenues, la crise a imposé une autre politique économique, une politique que la droite au pouvoir n'avait pas pu ou n'avait pas osé franchement pratiquer, mais que personne n'attendait de la part de la gauche et surtout pas
ses propres électeurs. Du coup, les vieux clivages ont volé en éclats. L'opposition ne sait plus si elle doit applaudir des mécontents qui ne sont pas de son bord ou approuver un gouvernement qui entreprend à sa place la remise en ordre industrielle. Quant à la gauche, ses idées et ses slogans traditionnels ne coïncident plus avec les décisions économiques de ceux qu'elle a élus. Et chacun tente de trouver, tant bien que mal, une nouvelle cohérence. Derrière la colère triste des sidérurgistes d'aujourd'hui, c'est donc peut-être à une évolution en profondeur de la société française que nous sommes en train d'assister. C'est maintenant officiel, la direction de Citroën a confirmé tout à l'heure sa décision de procéder à quelques 6000 suppressions d'emplois dans ses usines. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à environ 3000 licenciements ou départs volontaires, si l'on tient compte des 3000 départs en pré-retraite déjà négociés. La direction du groupe souhaiterait par ailleurs que le plus grand nombre possible de travailleurs immigrés profitent de l'aide au retour pour retourner dans leur pays. Il s'agirait alors de départs volontaires. Pourtant, les dernières consultations menées chez Citroën ont montré qu'un peu plus de 4% seulement des immigrés en ont exprimé le souhait. Les explications de Laurenceau Hervin. Le comité central d'entreprise de Citroën s'est réuni aujourd'hui et la direction a confirmé l'annonce faite il y a un mois qu'elle entendait supprimer 6000 emplois. Sur ces 6000, quelques 3000 partiront en pré-retraite, ça c'est décidé. Restent donc 3000 autres emplois, dont une grande majorité d'immigrés. Ces 3000 travailleurs seront-ils licenciés? Tout dépendra du nombre d'immigrés qui accepteront l'aide pour le retour au pays, répond la direction en exposant son plan social. Depuis un mois, nous avons mis en place les principaux éléments du plan social. Premièrement, une procédure de départ en pré-retraite dans le cadre du FNE. Deuxièmement, un projet d'accord sur le temps partiel. Et troisièmement, une consultation sur l'aide au retour des travailleurs étrangers. Alors justement, à ce sujet, certaines organisations syndicales vous reprochent, en proposant l'aide au retour, de dresser les travailleurs français contre les travailleurs étrangers. Oui, il faut être réaliste. Il y a un sureffectif qu'il faut résorber. Il y a un certain nombre de travailleurs étrangers, une proportion importante, qui ont leur famille restée au pays. Nous leur proposons, dans des conditions que nous pensons acceptables, de rentrer chez eux, de façon à diminuer ce sureffectif. Premièrement, je crois que ce n'est pas une aide au retour, c'est que Citroën essaye de renvoyer les travailleurs immigrés au pays. Alors sur cette opération, premièrement, à partir du moment où nous, à la CGT, on dit qu'il n'y a pas sureffectif, cette question ne vient que depuis 2 mois chez Citroën. La CGT n'en fait pas une revendication. Ce qui est clair, c'est que si des travailleurs souhaitent retourner au pays, la CGT se battra avec eux pour défendre leurs intérêts, à condition que Citroën s'engage sur les garanties, notamment sur les papiers, sur le retour au pays. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de conditions bien définies entre certains pays, notamment du Maghreb, pour pouvoir retourner chez eux. L'usine d'Aulnay en grève aujourd'hui. Tous les syndicats refusent les licenciements et la CGT soutient en outre qu'il n'y a pas de sureffectif, qu'il ne fallait pas privilégier les investissements à l'étranger. Sur 5000 immigrés consultés, 500 seulement ont jusqu'à présent accepté l'aide au retour. La tendance est au non-retour. Et pourquoi? Quelles sont les raisons qu'ils vous donnent? Eh bien, les raisons, en général, j'ai cru ressentir chez ces gens-là une crainte de ne pas retrouver de travail chez eux, d'une part. Et d'autre part, beaucoup d'ouvriers ont des enfants en âge scolaire en France et ils préfèrent que ces enfants-là continuent leurs études en France de façon à ne pas casser le cycle scolaire et pour le recommencer au pays. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Parmi les travailleurs immigrés, c'est le doute ou le refus. Je suis prêt à retourner, mais il faut me payer. Si vous ne voulez pas le payer, nous on est là pour retourner, même sans chemise, sans pantalon. Mais vous ramassez les poubelles qui sont là-bas. Vous ramassez les Français chez les Arabes. C'est tout à fait normal. C'est une question d'argent ou pas? Non, là, c'est pas la question d'argent. Si vous donneriez plus, vous non, resteriez. s'il me donne plus, je suis là, je reste là. Toute ma jeunesse, je l'ai passée ici, je reste ici. Et vous êtes de quel pays? Marocain. Il est vrai que de nombreux travailleurs immigrés perçoivent l'aide au retour comme une incitation au départ vers un avenir plus qu'incertain. Une nouvelle immigration en quelque sorte. Oui, alors que Citroën annonçait ses suppressions d'emplois, on apprenait par ailleurs que le mois de mars avait été un bien mauvais mois pour l'automobile française, puisque les ventes de voitures neuves ont baissé de 14,5% par rapport au mois de mars 83, des résultats qui confirment que l'année 84 sera difficile pour les constructeurs français.
Dénouement sanglant dans une prise d'otage en Israël. 4 Palestiniens retenaient les passagers d'un autobus près de la frontière égyptienne. Ils réclamaient la libération de détenus palestiniens. Comme toujours en pareille occasion, le gouvernement israélien a refusé de négocier. C'est une attitude de principe pour Jérusalem. L'armée a donc donné l'assaut. Les 4 terroristes ont été tués et 6 passagers blessés. Charles Anderlin. Avant d'être bloqué à une trentaine de kilomètres de la frontière égyptienne, cet autobus a été poursuivi par l'armée et la police israélienne pendant près de 45 minutes. Il a forcé 2 barrages. Ces ombres sont celles des 4 Palestiniens qui menacent de tuer leurs 22 otages s'ils n'obtiennent pas un sauf-conduit pour l'Égypte et la libération de 500 de leurs camarades détenus en Israël. Jérusalem exige une reddition en bonne et due forme. À Ashkelon, c'est la panique, l'inquiétude. Des familles viennent chercher des nouvelles de leurs proches. Après 10 heures de discussion, le gouvernement a donné l'ordre d'attaquer à l'armée. Il est 5 heures du matin. Les soldats ont réussi à s'approcher de l'autobus, profitant de l'obscurité. En quelques secondes, tout est fini. Une dizaine d'otages sont blessés. Une soldate de 19 ans touchée par balle quelques heures auparavant ne pourra être sauvée malgré les efforts de ses médecins. 4 personnes, dont une femme enceinte, sont encore hospitalisées. Ce couple a été séparé dans l'autobus au moment de l'attaque. Ils se sont retrouvés sains et saufs. Moshe Arens, le ministre de la Défense, a personnellement dirigé les opérations. La politique israélienne pour le présent et l'avenir est de ne pas négocier la libération d'otages avec des terroristes, affirme M. Arens. Selon lui, les organisations palestiniennes cherchent à prouver qu'elles existent toujours et Israël devra faire face à cette menace. M. Arens estime que la vague de terrorisme que connaît le pays n'est pas liée à la présence israélienne au Liban. En tout cas, c'est la première fois que des habitants des territoires occupés organisent une prise d'otages. Les 4 terroristes qui ont été tués étaient originaires de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Ils disposaient d'une grenade et de 2 roquettes anti-chars. Voici le corps d'un des assaillants, peut-être le chef du commando. Ce phénomène inquiète considérablement les responsables israéliens. Cela pourrait en effet indiquer un net durcissement de la jeune génération des Palestiniens des territoires. De nouveaux cas de ce genre pourraient amener les autorités à durcir les mesures de sécurité. Une prise d'otage qui se produit quelques heures seulement après la réélection de justesse du Premier ministre israélien, M. Shamir, à la tête du parti majoritaire Herut. Une élection marquée par le retour spectaculaire de l'ancien ministre de la Défense, Ariel Sharon, qui est arrivé en 2e position avec 42% des suffrages. M. Sharon, qui est partisan de la lutte implacable contre l'OLP. Très importante offensive au Nicaragua contre l'armée régulière, une offensive lancée sur 2 fronts. Au nord à partir du Honduras et au sud à partir du Costa Rica. C'est du moins ce qu'indique la junte au pouvoir à Managua. Les attaques sont menées par ce que l'on appelle là-bas les contre-révolutionnaires, notamment les hommes de l'ARDE, l'Alliance révolutionnaire démocratique, de l'ancien commandant Zéro. L'ARDE a pris le contrôle de la principale ville au sud du pays, le port de San Juan del Norte. Au Cameroun, la tentative de coup d'État aurait fait 70 morts et 51 blessés. C'est le premier bilan officiel communiqué par la présidence de la République camerounaise. Les 7 personnes arrêtées hier dans la région de Bordeaux étaient, semble-t-il, des malfaiteurs qui travaillaient pour le GAL, ce mystérieux groupe antiterroriste de libération qui traque les séparatistes basques espagnols réfugiés en France. Il apparaît donc que le GAL emploie des truands français pour commettre ces assassinats, permettant ainsi aux responsables du groupe de rester dans l'ombre. Sur place à Bayonne, Dominique Thiers. Les membres présumés du GAL, groupe antiterroriste de libération, les voici. 7 personnes, 6 hommes, une femme, interpellés puis arrêtés et maintenant incarcérés dans diverses prisons de la région. Une bande de petits truands, recherchés pour des vols de voitures, cambriolages et attaques avec violence. 3 d'entre eux sont domiciliés à Bordeaux. Les autres viennent de Paris, Nîmes, Toulouse et Alger. Mais c'est à Bordeaux, selon les enquêteurs, que se préparait leur coup. Le domicile du couple Mohamed et Yamina Mekwafi servait de lieu de réunion, de boîte aux lettres. Et c'est entre autres chez eux que les documents compromettants ont été découverts.
Pour remonter la filière, la police avait enquêté il y a quelques semaines sur un véhicule volé et sur son conducteur, un certain Bernard Roger, un truand bien connu dans le milieu bordelais. À bord du véhicule, les policiers de Biarritz avaient trouvé 2 pistolets. Cet après-midi, un avocat nous a confirmé que dans chaque dossier de réfugiés assassinés, le milieu bordelais se profilait à l'horizon. Est-ce que ces gens confirment dans leurs déclarations des liens avec la police espagnole ou l'État espagnol ? Dans tous les dossiers que nous avons connus précédemment, il y a toujours eu effectivement des indications données par certains qu'ils étaient en relation, ils ont mis même des numéros de téléphone avec des membres des services espagnols de sécurité ou de police spéciale. Et c'est aussi ce que nous a expliqué Juan José Echabé, chef historique de TA militaire, aujourd'hui réfugié en France. En 1978, lui et sa femme sont victimes d'un attentat. Sa femme meurt, lui est grièvement blessé. À l'époque, le GAL n'existait pas. C'étaient les bataillons basques espagnols et eux aussi, déjà, faisaient appel au milieu français. Dans une interview à la Dépêche du Midi à Toulouse, le chef du gouvernement espagnol, M. González, estime que l'état-major de l'ETA se trouve en France. Jamais une politique de rapprochement entre Paris et Madrid ne sera possible, ajoute M. González, tant que la France considérera comme des réfugiés les assassins, je cite M. González, qui sévissent si impitoyablement en Espagne. C'est d'ailleurs ce que M. González avait déjà dit sur Antenne 2 dans une interview diffusée dans notre journal de 20 h le 25 février dernier. 3 personnes ont par ailleurs été tuées à Pampelune, au nord de l'Espagne. Il s'agit d'un officier en retraite et de 2 policiers. Le premier, un ancien commandant d'infanterie, a été abattu par 2 hommes qui ont pris la fuite à bord d'une voiture. Peu après, 2 policiers ont été tués au moment où ils s'approchaient de la voiture qui avait servi au tueur. Celle-ci était piégée et elle a explosé lorsqu'ils ont tenté de l'ouvrir. Un attentat qui pourrait être l'œuvre de l'ETA militaire. Et puis en Espagne toujours, 7 détenus ont pris en otage tout à l'heure 2 fonctionnaires de la prison modèle de Barcelone. Les détenus, qui sont des drogués, réclameraient de la drogue. L'un des plus beaux quartiers de Paris sentait bien mauvais aujourd'hui. Il s'agit des Champs-Élysées. Il est difficile de dire s'il y a un rapport avec la marche des sidérurgistes. Toujours est-il que de mauvais plaisants avaient répandu dans le métro un gaz non toxique mais à l'odeur pestilentielle. C'est le produit qui est utilisé pour donner son odeur désagréable au gaz de ville, éviter ainsi tout accident. Frédéric Lafont. Comment je ferai rien? Mais non, on va là-haut, ça sent pas là-haut. C'est pas là? Là, c'est pire que là-haut. Hein. Là-haut, ça sent pas? C'est une très forte odeur de gaz qui a perturbé pendant plus de 2 heures tout le quartier des Champs-Élysées. Une odeur assez intense pour déclencher le plan rouge. Et pourtant, ce n'était pas une fuite de gaz. Une centaine de pompiers mobilisés, 8 médecins et leur poste de secours improvisé ont traité 28 débuts d'intoxication. Le coupable, le mercaptan. C'est un produit que l'on ajoute au gaz, naturellement inodore, pour que l'on puisse déceler les fuites. Le mercaptan n'est pas très dangereux. Néanmoins, 23 personnes légèrement intoxiquées ont été hospitalisées. Quant aux responsabilités, un homme a téléphoné à l'état-major des pompiers afin de revendiquer cette action. Il se disait sidérurgiste. Il n'a pas donné d'autres précisions et c'est tout ce que l'on sait pour le moment. 180 obus de canon ont été retrouvés sur un parking d'autoroute en Belgique, et pas n'importe quels obus, puisqu'ils doivent équiper des avions Mirage. Ils avaient disparu en Belgique dans la nuit du 28 mars dernier. Et puis vous devez aussi savoir que les cigarettes augmentent de 2% à partir de dimanche. Le paquet de Gauloise, qui est la référence du fumeur français, coûtera 4,65 francs. Réussite de bout en bout pour la navette Challenger qui s'est posée tout à l'heure sans encombre sur la base Edwards en Californie. Un petit contretemps toutefois, de mauvaises conditions météorologiques l'ont empêché d'atterrir là où on l'attendait, à savoir en Floride. Avec Georges Leclerc, le bilan d'une des missions les plus spectaculaires jamais organisées par la NASA. Souplesse et flexibilité. Le plus étonnant de cette histoire de changement d'aire d'atterrissage décidé au dernier moment, c'est de voir que la NASA déploie autant de caméras avec autant de précision dans un endroit où Challenger n'était même pas du tout attendu 2 heures auparavant. Atterrissage parfait donc après une série de premières. Premier dépannage spatial, plus haute altitude jamais atteinte, plus long séjour hors d'un vaisseau spatial, plus lourde charge jamais lancée. Bref, la NASA, à chaque mission, bouscule un peu la routine qui s'installe avec des exploits. Bob Crippen, qui en est son 3e vol, et ses 4 coéquipiers, ont donc ouvert la route. Déjà, Palapa, Westar, Landsat sont des satellites sur la liste des réparations urgentes à faire pour bientôt. Prochain vol prévu début juin, avec la 3e navette qui commencera alors son
sa mission Discovery. Une jeune athlète fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui dans les milieux olympiques. Son nom, Zola Budd. C'est une coureuse et elle est sud-africaine. Et pour pouvoir participer aux Jeux olympiques, elle a donc pris la nationalité anglaise. Mais cela ne va pas sans poser de très nombreux problèmes, comme nous l'explique Philippe Arroir. Vraiment extraordinaire, Zola Budd. Seulement voilà, parce que sud-africaine, elle est interdite de Jeux olympiques. Et puis son record ici du 3000 mètres en 8 minutes 37 secondes 5 n'a pas pu être homologué. Alors le problème était simple, il lui suffisait de changer de nationalité. Sitôt dit, sitôt fait. En 10 jours, elle devient britannique. Et les ennuis commencent. D'abord avec ceux qui attendent depuis des mois et des mois un passeport britannique. Ils trouvent que c'est injuste. Le ministre de l'immigration leur répond, à athlète exceptionnel, cas exceptionnel. Voilà qui est réglé. Eh bien non. Car Zola Budd est parrainé depuis le début par un journal, le Daily Mail. Il lui fait obtenir la citoyenneté britannique, il la fait venir en Grande-Bretagne avec famille et entraîneur. Si vous voulez avoir des nouvelles de Zola, il faut lire le Daily Mail exclusivement. Et si vous voulez l'interviewer, c'est le Daily Mail qui envoie la facture. 180 000 francs, vu le prix, la BBC a dû y renoncer. Mais l'irritation est à son comble chez les autres athlètes britanniques. Ce n'est pas fair play, nous explique cet athlète, car si on envoie Zola à Los Angeles, elle prendra la place d'une autre Britannique qui s'entraîne depuis longtemps sans les mêmes moyens financiers. J'ai parlé avec notre champion de 3 km, la même distance que Zola Budd, qui s'appelle Madame Wendy Sly. À ce moment, Madame Sly est aux États-Unis, fait l'entraînement là, mais elle a dit à moi, ce n'est pas le fair play pour les autres athlètes. Pour moi, elle a ajouté, c'est possible d'arriver facilement dans l'équipe anglaise. Mais pour les autres qui cherchent l'opportunité dans notre épreuve de sélection, ce n'est pas le fair play. Et peut-être, Wendy Sly a dit à moi, je refuserai de courir dans les épreuves britanniques pour les Jeux olympiques dans le mois de juin. À 17 ans, Zola Budd a beaucoup de monde contre elle. Cependant, tout laisse à penser qu'elle courra cet été à Los Angeles sous les couleurs britanniques. Pour calmer les esprits, le mieux serait encore qu'elle ramène une médaille britannique. Il y a un tiercé demain à Vincennes, dans le prix d'Auvergne. Voici les pronostics de Pierre Bresse. Il y a 20 partants, le 10, le 18, le 12, le 6, le 7, le 17, le 8 et le 16. Et puis la présidence d'Antenne 2 a rendu ses conclusions aujourd'hui dans l'affaire des dossiers de l'écran consacrés à Robert Badinter. Vous vous souvenez qu'on avait annoncé un peu hâtivement que la très grande majorité des appels reçus par SVP constituaient un plébiscite personnel pour le garde des Sceaux. Les responsables d'Antenne 2 affirment ce soir qu'on ne pouvait pas tirer d'un échantillon aussi peu représentatif, aussi bien de la population française que des appels reçus par SVP, on ne pouvait pas tirer des conclusions aussi peu nuancées et dépourvues des indispensables commentaires et réserves qui auraient dû en relativiser la portée. La présidence de notre chaîne précise que les mesures nécessaires ont été prises pour qu'à l'avenir, l'interprétation des appels téléphoniques des téléspectateurs s'effectue dans des conditions de fiabilité indispensables. Et maintenant, la météo avec Brigitte Simonetta. Oui, et ce soir nous oublions les nuances. Ce soleil éclatant que vous voyez en illustration nous donne envie de figer le temps, de faire un arrêt sur image, un arrêt sur la photo satellite. Alors bien sûr, ça n'est pas possible, tout évolue toujours en météo. Vous vous en souvenez, hier, l'anticyclone était situé sur l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, il est juste sur notre pays, il nous protège. C'est une belle photo satellite qui nous donne une belle carte pour demain. Soleil, soleil, soleil. Un baromètre en hausse, un thermomètre en hausse. Minimum 17 degrés à Lille et à Cherbourg, maximum 23 degrés à Perpignan, très peu de différence entre le nord et le sud et une moyenne nationale de 19 degrés. Demain, samedi 14 avril, le soleil se lèvera à 7h01, se couchera à 20h41 et ce sera la Saint-Maxime. Mais je ne peux pas m'arrêter là, car bien sûr ce soleil nous réjouit, en fait sa présence est peu exceptionnelle, c'est tout de même le printemps dans l'hémisphère nord, et vous en conclurez tout logiquement que c'est l'automne dans l'hémisphère sud, et c'est là le problème, car c'est aussi la saison des cyclones. Depuis lundi,
L'océan Indien vit un cauchemar. Un département français, l'île de Mayotte, dans l'archipel des Comores, a été ravagé en son centre et en son sud. Un mort, des dizaines de blessés, une économie compromise. Les dégâts matériels sont évalués à 150 millions de francs, alors que le budget annuel de l'île est de 120 millions. Le cyclone ne s'est pas arrêté là. Il a touché hier Madagascar, faisant 20 morts. Les forces françaises participent au secours. Elles ont déjà apporté 300 tonnes de riz, ont dépêché une équipe médicale et envoyé un Airbus de la sécurité civile pour assurer l'approvisionnement en matériel de première nécessité. Enfin, 2,6 tonnes de médicaments seront expédiés ce soir. C'est le deuxième cyclone qui s'abat sur l'océan Indien en un mois et demi et tous les météorologistes s'accordent à penser qu'il n'y a pas de phénomène plus violent, plus générateur de catastrophes qu'un cyclone. Vers 22h50, vous retrouverez Hervé Claude pour le dernier journal. Demain, antenne de midi, Daniel Bilalian. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.